Ok. Bonjour à tous, nous sommes le 10 septembre 2025. Nous recevons aujourd'hui Futur, qui est évidemment un pseudo, et pour des raisons évidentes de sécurité, car c'est un individu qui est extrêmement menacé. Pour la petite histoire, nous avons une première partie d'interview pendant laquelle j'ai été très sévèrement agressé, et je n'ai aucun doute là-dessus, hélas, mais ce qui prouve que, bon, en dehors de ma petite personne, notre invité d'aujourd'hui est également très menacé. Ce qu'il va avoir à dire, il dira d'une manière tout à fait libre, parce que je ne tiens pas du tout à lui faire prendre des risques complémentaires, risques qui sont déjà importants maintenant. Ça s'est déjà vu à travers toute sa famille, ça s'est vu à travers sa vie à lui qui a été très difficile et qui est toujours très difficile. Donc ça serait quelque chose de très libre comme interview, et j'aimerais bien que les gens qui se disent cartésiens, c'est un mot qui me fait horreur, ouvrent un peu leurs yeux, leurs oreilles et leur esprit. Et n'est pas Descartes était un grand mathématicien, un physicien, certes, mais c'était un philosophe, je dirais toxique, Rose-Croix, de toute façon déjà un peu le soufre, mais quelqu'un qui vous prétend que, au fond, un peu comme dans Lucifer, vous devez avoir la lumière pour comprendre les choses, et si vous n'avez pas la lumière, vous ne comprenez pas. Être cartésien, si ça signifie simplement je ne peux croire que les choses, parce que j'ai le corpus de connaissances et j'ai l'intellect qui me permet d'intégrer ces connaissances, alors il vaut mieux qu'ils arrêtent cette émission tout de suite. Parce que à ce compte-là, du temps de Monsieur Descartes, si on avait dit les gens pourront se parler à distance et se verront à distance, on aurait dit c'est impossible, ce n'est pas cartésien. Bon. Ce préambule étant terminé, je vais vous laisser vous présenter en tant qu'individu, donner votre âge, à peu près la localisation, dans là où vous vous trouvez pour le moment. Et puis je vous laisserai très librement raconter ce que vous voulez de votre vie et les gens suivront ou ne suivront pas. C'est aussi leur responsabilité. Donc je laisse entendre ici que c'est un interview tout à fait particulier. Voilà, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, les gens ne savent peut-être pas quand ils entendent l'interview, mais on a déjà eu une entrevue ensemble d'une heure trente, 2 heures. Et j'ai pu être un peu plus libre de parler. Aujourd'hui, pour commencer par la fin, je suis totalement ruiné. Je n'ai pour le moment plus de quoi acheter à manger. Et des proches souffrent assez fort des conséquences de tout ce qui m'arrive depuis des années. Des escroqueries qui s'enchaînent, ma maison qui a brûlé, des piratages téléphoniques, informatiques, effacement de mes données à distance, vol de mes économies en centaines de milliers d'euros. J'ai subi une dizaine de faux témoignages visant aussi à m'escroquer des fonds et à protéger ceux qui m'ont escroqué. Et donc tout ça a conduit à de la souffrance, à des maladies, à des malaises cardiaques, à l'impossibilité maintenant de travailler. Et donc, ce qu'on disait hier en préambule, avant que les gens n'entendent notre échange, bah, hier, j'ai eu des nouvelles de ma propre mère dont l'état de santé se détériore à cause des soucis de me voir détruit par toutes ces choses. La dernière en date étant le feu dans ma maison qui a brûlé tous mes documents qui auraient pu me permettre de me faire justice au tribunal face à une partie de ces escroqueries. Ces 5 ans de bataille, 4 ans de bataille au tribunal qui n'étaient pas terminés et bah, qui se retrouvent terminés parce que j'ai pu les pièces, les documents pour pouvoir faire face. Et c'est intervenu exactement au moment où je reprenais, on va dire, la dernière ligne droite pour les demandes justement de remboursement matériel, pour accuser très précisément les escrocs avec les pièces justificatives
de leurs mensonges en gendarmerie, au tribunal, etc. Donc, ce sont des sommes en centaines de milliers d'euros. Et donc, il y avait de quoi mettre certains individus au moins en prison avec sursis, si ce n'est en prison ferme. Voilà, ça c'est l'immédiat matériel, mais je suis donc visé depuis plus longtemps. J'ai subi une tentative de meurtre, séquestration, il y a quelques années par des gens qui avaient tué auparavant plusieurs personnes et ils se sont retrouvés face à ma porte qu'ils ont ouvert. Voilà, c'est une histoire qui a été relayée sur M6, sur TF1, qui a été assez médiatisée. Parce que voilà, avec l'ami avec qui j'étais, on a été les deux derniers qu'ils ont trouvés finalement. Ils l'ont violé à côté de moi. Moi, ils m'ont tabassé avec les poings, les pieds et des coups de hache à la tête. Et cet événement était un des plusieurs où, au cours de ma vie, j'ai reçu des attaques très précisément à la tête et qui Voilà, je ont... peux vous interrompre juste une seconde ici. Ouais. C'est plus qu'une agression. Euh, C'était commandité, à votre avis, ou pas? Alors, je vous ai pas dit ça la dernière fois, mais quelques heures avant, c'était une des premières fois que je faisais un exorcisme très puissant. Il s'est passé des choses très fortes et positives au cours de cet exorcisme. Et j'ai pour une des premières fois ressenti donc la puissance par la prière, l'invocation, demander aux anges de, voilà, de libérer, on va dire, certaines situations de l'emprise du mal. Et il s'est passé des choses vraiment très puissantes. Et quelques heures après, bah, je me retrouve face à face avec des tueurs armés de haches qui essaient de me fracasser le crâne avec leur hache. Voilà. Donc prémédité, on ne se connaissait pas du tout. C'était des gens, des jeunes, on va dire, peut-être guidés par le mal. On pourrait peut-être juste supposer ça. Avec le nombre de choses qui m'arrivent, je ne peux pas considérer que le hasard se répète constamment sans qu'il y ait une forme d'orientation de ces forces dans ma direction. Voilà. Pour ce qui est de la préméditation, voilà. Raisonnablement, non, je ne les connaissais absolument pas. J'étais dans une ville de dizaines de milliers d'habitants. Les tueurs étaient recherchés depuis plusieurs semaines et ils sont entrés dans la porte derrière laquelle j'étais. Voilà. Voilà pour cette histoire-là. Donc j'étais en train de dire, si vous voulez que je continue, Oui, oui. que bon, je m'en suis quand même assez bien remis, mais que c'est une des quatre histoires où j'ai eu des accidents, des attaques, différentes formes d'attaques qui visaient souvent mon crâne et mon cerveau et qui visaient à chaque fois à abîmer ma capacité d'élocution et ma capacité de mémorisation. J'ai toujours été, depuis 2004, sur les réseaux à faire des travaux de traduction, d'exposition de matériel pédosat, trois petits points, et technologie dissimulée, ce que certains appellent aujourd'hui le complotisme, mais avec démonstration de ces choses-là. Et donc, pour ceux qui le vivent depuis 1 ou 2 ans, comme je vois des fois sur votre chaîne, moi, des attaques très fortes comme ça durent depuis plus de 20 ans, mais elles ont commencé, je ne marchais pas encore. Donc, ce que je crois vous disiez au tout départ, ou dans notre partie non enregistrée, je sais du coup que je suis surveillé depuis que je suis petit parce que ça n'a jamais arrêté par des gens et des entités. C'est là que je comprends votre transition d'avertissement pour ceux
croirez ou ne croirez pas, et je peux le comprendre aussi, mais je peux pas le cacher. Si je dois parler de mon histoire, il y a des entités non humaines qui ont contribué à intervenir sur mon corps, sur ma santé, dans des moments de surveillance aussi bien à la lumière du jour que de la nuit, me faisant prendre conscience que je n'étais pas à 100% propriétaire de mon propre corps, puisque je pouvais me réveiller avec des petites cicatrices, des douleurs posées par-dessus mes draps, la tête en bas, et aussi à me réveiller parfois pendant certaines de ces opérations, paralysé et ressentir la partie du corps où des choses étaient en train de se passer. Donc ça, c'est vraiment ma vie. Ce sont des centaines d'événements. Et parmi ces centaines d'événements, pas beaucoup, mais quelques échanges physiques, des fois où j'ai réussi à me libérer partiellement de cette force d'immobilisation, soit parfois, quand je ne pouvais pas parler, il m'est arrivé d'essayer de poser des questions et parfois j'ai reçu des réponses de ces individus. Voilà. Donc, Oui. Vous dites que c'est depuis que vous êtes né, mais oui. je vous laisse dire ou ne pas dire que avant que vous ne soyez né, vous avez eu des parents. Avant que je ne sois né, oui, alors là, je faisais allusion à un de mes premiers souvenirs. Bon, des fois, je me rends compte que des fois, ça peut surprendre les gens, mais mon père et moi, on a une assez bonne mémoire. On n'oublie pas grand-chose, justement. Avant ces accidents, j'avais une très bonne mémoire. Et donc, j'ai des souvenirs continus jusqu'à mes 3 ans, 2 ans, 1 an. Et avant mes 1 an, et je m'en souviens parce que je marchais pas encore, j'étais dans ce minuscule lit et mes parents venaient me dire bonjour et je me souviens avoir essayé de leur communiquer, mais je ne parlais pas encore. Ne me laissez pas seul dans cette chambre, ils vont encore venir cette nuit. Et mes parents sont venus me dire bonne nuit, j'ai pleuré, elle est restée un petit peu, puis elle m'a laissé, elle a éteint. Et je me souviens de ce sentiment de me sentir laissé à des monstres et de les sentir arriver. Puis souvent, quand ils arrivaient, je perdais conscience immédiatement, comme s'ils appuyaient sur un bouton. Et simplement, bah, j'ai connu cette sensation des centaines de fois de me réveiller avec le sentiment d'avoir été violé dans mon intimité, avec des douleurs aux parties intimes, à la tête, dans le dos. J'en ai pas parlé la dernière fois, mais j'ai aussi eu des objets durs plusieurs fois à l'anus, hein, qui tombait, qui pesait dans la région de mon anus, donc que je pouvais sentir. Euh, voilà, après sur le sujet des implants, il y a beaucoup de choses aussi. Et donc j'ai eu cette vie où j'ai essayé d'en parler à ma mère. C'était trop pour elle probablement. Elle a essayé de me donner des comprimés et du sirop pour que je dorme mieux. Mais moi, je l'ai subi dans ma chair jusqu'à être terrorisé de me retrouver seul dans ma chambre les soirs. Et pas que quand j'étais petit, hein, ça a duré jusqu'à mes 14 15 ans, où je m'enfermais sous mes draps, sous des couvertures, en sachant pas comment faire plus pour empêcher qu'on puisse accéder à mon corps. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ça a conduit à une insomnie, à des états insomniaques très très tôt, vers mes 4 5 6 ans, et à être plus fatigué que bah, la moyenne des enfants le matin, à m'endormir plus tard et à me réveiller parfois donc avec ces espèces de sensations d'avoir subi des essorages, des formes d'atteinte à mon intimité, je me sentais scruté, analysé, trafiqué. D'ailleurs, une des seules fois, une des premières fois où j'ai pu avoir un échange avec ces individus,
j'ai réussi à leur dire mais qu'est-ce que vous me faites? Je sais qu'ils étaient au moins deux. J'avais conscience qu'ils étaient au moins deux. Et un des deux m'a répondu nous, on fait le recyclage des humains comme toi. Et après, avec le temps, j'ai compris, parce que bon, j'ai eu plusieurs preuves de choses qui ont été insérées. J'ai compris que ils essaient de, quand ils n'arrivent pas à maîtriser par l'entourage, par l'alimentation, le chimique, etc., certains types de fréquences, de conscience de certains individus qu'ils pourraient juger comme menaçants, gênants, ou aussi pour pouvoir utiliser leur énergie, leur manifestation d'énergie de vie électromagnétique, etc., à leur avantage, ou le plus possible à leur avantage, ils vont essayer de trafiquer dans le corps de l'individu son fonctionnement. Est-ce qu'on peut faire une petite pause ici? Parce que je crois qu'à ce stade, les auditeurs doivent quand même être un tout petit peu stabilisés et se demander, mais pourquoi lui? Alors, je ne veux pas vous enlever les mots de la bouche, mais vous avez des capacités extrasensorielles, on va dire, pour rester simple, qui vous viennent, Ouais, qui vous viennent quand même de votre famille. Et vous laisserai, vous direz ce que vous voulez à propos de ces talents que vous avez et qui sont familiaux et qui intéressent évidemment au plus haut point les gens, enfin, ou les entités dont vous parlez. Parce que on peut se demander, mais pourquoi diable, c'est le cas de le dire, est-il tellement agressé? Mais il faut que l'auditeur comprenne que c'est pour vos qualités particulières qui vous viennent d'un milieu particulier que vous avez été dès le début, on peut dire, enlevé à vous-même. Alors, est-ce qu'on est dans le monde réel, dans un autre monde? Peu importe, nous n'avons pas les clés pour résoudre ce genre de questions. C'est votre témoignage. Mais dans la mesure où mm, ça ne vous porte pas préjudice, est-ce que vous pouvez quand même dire à nos auditeurs d'où vous viennent ouais. ces facultés et comment vous vous en Euh, êtes rendu compte? alors, je vais pas tout à fait répondre en ligne droite, mais moi, je pense vraiment, parce que je m'en souvenais à mes 2 ans, 3 ans, 4 ans, que j'avais choisi cette famille. Et comme je vous avais dit la dernière fois, quand j'ai eu 3 ans et demi à peu près, j'ai eu ce souvenir très précis, visuel, de ce combat entre des êtres qui défendent la vie et l'innocence et ces êtres qui essaient de l'utiliser, la ponctionner, en tirer profit et la manipuler. Et je me suis souvenu que j'étais venu sur Terre dans ce lieu de conflit entre ces deux mondes qui ne me seraient probablement pas visibles à l'œil nu, mais que j'avais pu étudier et dans lesquels combats j'étais impliqué avant de venir sur Terre. Et je me suis rappelé que j'étais venu pour essayer de faire une différence et qu'il était fort probable que ce soit risqué et que j'y perde cette vie. Voilà, j'avais 3 ans et demi et je me suis rappelé de tout ça, que je venais essayer, on va dire tout simplement, hein, d'aider la vie, de protéger la vie, les innocents, et ça englobait autant les animaux que les innocents, la terre. Et, euh, et cette même semaine, j'ai eu une rencontre en plein jour avec une de ces entités dans la crèche qui m'a menacé, qui m'a dit qu'elle me traquerait toute cette vie. Pour répondre après à votre question, oui, donc ma vie de toute façon, ma vraie vie, ce que j'appelais d'ailleurs ma vraie vie, c'était de subir et de vivre aussi des choses très positives de ce style-là, donc avec des échanges télépathiques, des avertissements, des conseils aussi bienveillants. Je n'en ai pas parlé la dernière fois, et ce qui conduisait à ce que je ne parle pas de toutes ces choses, c'est que je me rendais compte que les autres les vivaient pas.
je considérais que la vie le jour, c'était un théâtre un petit peu, mais j'en voulais pas aux gens qui subissaient ces espèces de lavage de cerveau ou cette amnésie. Je préférais rester discret et me dire, bon, bah voilà, la vraie vie, ce sont ces échanges télépathiques, qui soient positifs ou négatifs, qui me rappellent qui je suis et pourquoi je suis venu. Et, euh, et le jour, bah, c'est un petit peu la démonstration de l'œuvre de ces entités qui essayent d'enlever l'intelligence dans ce monde, de ralentir ou d'empêcher que les vraies technologies arrivent. Alors, je réponds encore en biais à votre question, mais je vais commencer à y répondre. Par exemple, on était allé en Floride avec ma mère quand j'étais petit, je sais plus si c'était quand j'avais 7 ans ou 9 ans, et elle m'avait laissé le choix un jour, est-ce que tu veux qu'on aille visiter Cap Canaveral où il y a ce lieu de lancement de fusée? Et là, j'ai vu, médiumniquement, certains pourraient dire, j'ai comme eu une espèce de scan de ces installations, j'ai vu des installations souterraines, j'ai vu des réseaux souterrains avec des technologies beaucoup plus avancées. Je me suis comme souvenu où c'est allé très très vite, comme si j'avais téléchargé plein d'informations. Et ma conclusion, c'était que je me sentirais insulté de visiter cette vitrine qui était le reflet de fausses technologies qui n'étaient pas du tout celles employées à ce lieu-là, dans les installations souterraines présentes aux États-Unis. Et je lui ai dit que ça m'intéressait absolument pas. On peut arrêter ici Ouais. une petite pause. Donc, il est bien certain maintenant que beaucoup de bases militaires américaines, que Disneyland, que ce soit Californie, que ce soit la France, que ce soit la Floride, sont des, si j'ose dire, des hauts lieux de contrôle mental, MK Ultra, et que M. Werner von Braun, d'ailleurs, a été reconnu comme programmeur MK Ultra par des survivants. Et donc cette prémonition que vous aviez, s'avère par les témoignages aujourd'hui tout à fait vérifiée. Voilà. On va dire que mon apprentissage personnel ne me vient pas vraiment de lecture, mais de ce genre d'expérience, ainsi que d'expérience physique, hein, à nouveau. Mais voilà, pour moi, c'est pas ce que je crois, c'est pas une religion. J'ai eu des moments comme ça. J'ai peut-être effectivement eu plus d'expérience que d'autres, mais je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de voir et de vivre avant de croire. Et ça a été donc une des expériences sur mon chemin qui m'ont rappelé l'organisation en cours de couches, d'étages ou de profondeur de gouvernance sur Terre, leur existence et de leur caractère dissimulé volontairement. Et un autre événement qui me vient comme ça, qui est un petit peu du même genre et bah, voilà, qui me rappelle aujourd'hui que j'étais comme je suis aujourd'hui. En fait, j'étais un peu éclairé sur ce genre de choses. On allait à l'école avec ma mère et un autre enfant qu'elle amenait. Et dans la ligne droite, au-dessus de la route, en face de nous, il y avait clairement un objet qui ne bougeait pas, métallique, à quelques centaines de mètres de hauteur. Il faisait peut-être pas 100 mètres de diamètre, mais il faisait peut-être une petite dizaine de mètres, suffisamment pour qu'on voit que c'était une petite, un disque assez, un ovale, on va dire. On voyait une espèce d'ovale métallique très brillant. Le ciel était dégagé. Et donc, bah, ma mère s'est arrêtée, hein. Elle a pu voir avec l'enfant un ovni, puis ils sont sortis de la voiture pour aller le regarder. Puis quand elle m'a demandé, mais viens, sors, regarde. Et je me souviens vraiment avoir pensé, ben oui, non, mais c'est bon, moi je sais. Et je suis pas sorti de la voiture parce que ben, ça fait partie des choses dont je me souvenais tellement et parmi les choses positives, je continuais à vivre les nuits, certaines nuits, des heures, des jours ou des semaines d'expérience avec des êtres très positifs euh, dans des mondes différents, voilà, sur des planètes différentes. Et parmi ces endroits que je revisitais ou que je visitais, eh bien, il y avait ce genre de technologie.
Et pour moi, ces visites étaient tout à fait réelles. Et c'est un petit peu comme si les nuits où je subissais pas de choses graves, pour moi c'était grave, eh bien, je me sentais très, très, très chanceux de recevoir ces expériences, soit d'éducation, soit piqûres de rappel, un peu pour me rappeler qui sont mes amis ou ceux qui tiennent à moi. Ou pour moi, c'était quand je me réveillais le matin, je me disais, j'ai vécu des moments avec des vraies personnes, parce que c'était souvent des gens capables d'amour, d'empathie, de télépathie, et quand ils me parlaient, quand ils me voyaient, je voyais qu'ils me comprenaient, qu'ils me connaissaient sans avoir besoin, comme beaucoup d'humains, de poser toutes ces questions qui m'ennuient finalement. C'est pas par rapport à vous, ça c'est normal pour une présentation face à des humains. Voilà, je fréquentais des gens plus avancés dans certaines de mes expériences la nuit, et donc le jour, eh bien effectivement, j'ai eu plus d'une dizaine de fois en plein jour des ovnis qui se sont manifestés proches de moi, dans mon champ de vision, ou des jours où j'étais très triste, ou des jours comme la nuit, la nuit aussi, plus d'une dizaine de fois. Je me Euh, tournais la tête de dans nouveau, un endroit du une ciel et petite pause si vous voulez bien. Donc, pour tous ceux qui sont des mécréants sur le sujet des abductions, les témoignages abondent, hein, essentiellement dans dans le monde anglo-saxon, MK Ultra, expérience extrasensorielle, vision à distance, abduction. Les témoignages abondent. Alors, votre témoignage, ici c'est en langue française, c'est aussi pour ça que je fais ces émissions, parce que ceux qui veulent se renseigner et qui sont ce que j'appelle des douteurs, eh bien, peuvent continuer à douter, mais ils ne peuvent pas ne pas chercher à entendre le témoignage de personnes comme vous, qui sont un petit peu à cheval sur deux mondes. Euh, et vous avez parlé de votre maman, mais vous avez ouais. aussi un père. Est-ce que vous souhaitez en parler? Ouais, un petit peu. Bah, mon père était très connu dans la région, très jalousé, réputé comme très doué, très fort, très intelligent, et très surprenant aussi pour certains parce que il devinait des choses très précises. Moi, il m'est arrivé plein de fois, et à chaque fois, c'était ma confirmation qu'il avait un don d'entendre à distance. C'est que, par exemple, je n'aimais pas du tout les artichauts. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, tiens, je sens que mon corps a besoin d'artichauts, j'en ai envie. Et il ramenait jamais, jamais, jamais de légumes. Et le soir, il est revenu, il a dit, tiens, c'est pour toi, j'ai pensé à ramener des artichauts. Ou un jour, on s'est pris la tête assez violemment. Je l'ai insulté télépathiquement, et quelques heures après, il m'a regardé avec un regard très noir et il m'a dit, j'aime pas trop cette façon de parler de moi. Euh, voilà, et dans son travail, il devinait aussi, on va dire qu'il avait besoin de peser certaines choses en milliers de kilos, et quand il était pressé, il pouvait deviner le poids. Il faisait des pages de calcul, un peu comme un génie, sans calculatrice par moment. Euh, voilà, il avait, bon, c'est peut-être aussi un sujet important quand même, comme on était une famille importante avec un château, bah, il était environné de francs-maçons, des anciens ministres, etc. Et, euh, et il a eu, si vous voulez que j'aborde ce sujet, il a eu plusieurs demandes d'être intégré dans ces rangs-là, ce qui l'intéressait pas du tout parce que bah, il travaillait beaucoup, puis s'asseoir pour rien faire, pour discuter, il avait cette forme d'indépendance d'esprit où ça l'intéressait pas. C'était des copains, ils mangeaient ensemble, ils faisaient des petites fêtes ensemble, mais ça l'intéressait pas.
Et puis, une année, il a été averti un an à l'avance par ses mêmes amis que bah, certains autres de ce groupe-là avaient décidé de commanditer contre lui une grosse enquête. Donc, il en était averti, il pensait pas avoir quoi que ce soit à se reprocher à ce moment-là. Et puis, quand c'est arrivé, bah, ils ont un peu bidouillé des choses, même si effectivement, apparemment, il utilisait quelque chose qui était en vente libre, qui n'était pas tout à fait réglementaire, mais qui, un peu comme si, bon, c'était un aliment, on va dire, voilà. C'était un aliment qui avait un composant qui n'était pas tout à fait réglementaire. Il ne savait pas à quel point ça pouvait être. Bah, finalement, personne ne le savait, hein, bon, je dis quand même les choses pour que ce soit plus clair. Voilà, il élevait du bétail et bah, beaucoup de gens utilisaient des aliments différents. Et puis forcément, les commerciaux qui vendaient leurs aliments, qui allaient voir les éleveurs de ce bétail, disaient bah, mon aliment c'est le meilleur, mon aliment c'est le meilleur. Et puis bon, bah, un jour, il est allé vers celui qui vendait bien son produit, puis ça semblait être correct, fonctionner correctement. Mais il a été piégé donc par cette espèce de composant qui, par la suite, a été déclaré, on va dire, D'accord, oui. Oui, interdit c'était, d'être. oui, c'était un prétexte opportun, mais il faut revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. On propose à votre père, qui est un personnage puissant à de multiples titres, d'appartenir à un groupe franc-maçon, puisque vous l'avez dit, Ouais. mais il semble quand même que derrière cette façade maçonnique Potemkin, il devait y avoir des choses beaucoup plus sombres, parce que votre père a refusé parce qu'il n'avait pas le temps, je veux bien, mais je pense qu'avec ses capacités de pénétration de l'esprit humain, il a bien senti qu'on voulait l'amener dans quelque chose qui était bien au-delà du petit tablier en peau de cochon, du compas, de l'équerre, et qui avait des Ouais, ouais. histoires plus sombres. Tout Et à fait. ça a été, malheureusement pour lui, il a eu en main, soit il partait du côté blanc, soit il partait du côté noir. Il a choisi le côté blanc, mais on va le faire payer très très cher. Ouais, voilà. Après, j'ai compris au cours de la procédure que bah, il a, il a été accusé. Bon, ils ont abusé en fait dans la procédure de tout un tas de mesures pour le ruiner. Ça, c'est clair et net. Ils ont fait des choses abusivement pour l'arrêter et le ruiner. Et après, bah, il s'est battu pendant des années. Il a gagné en appel ses procès. Puis là, je n'arrive pas trop à savoir la fin de l'histoire parce que bon, ma mère, elle a essayé de décrocher. Ça l'a aussi énormément affecté. Un jour, on m'avait dit que son avocat, qui était aussi un peu dans ces sphères-là, mais un bon gars quand même, qui essayait de faire le bien, et qu'il aurait été informé que c'était pas la peine de continuer à essayer d'aller plus haut, qu'il ne lui reverserait aucun euro en dommages et intérêts, que c'était peine perdue d'essayer de faire tous ces procès pour prouver que des choses avaient pu être abusivement menées. Vous pensez que cet avocat a agi de bonne foi pour dire, écoutez, Ouais, c'est pas la peine, oui, oui. mais si c'est vrai, ça montre bien la puissance de ce réseau noir. Oui, ça, j'en ai aucun doute. C'est pour ça que mon expérience un peu de loin, comme je vous disais avant qu'on soit enregistré, c'est que parmi ces francs-maçons, il y en a qui sont un peu francs-maçons par abonnement, mais qui ne se présentent pas forcément à ces réunions, mais qui sont copains avec ces groupes et qui sont parfois informés, ou parfois on leur demande, hein, vas-y mollo sur cette histoire, ou donne-moi un coup de main sur cette autre histoire. Et c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et ils peuvent aussi être amenés à dire, écoute, non, moi là, je veux pas, je suis sûr que c'est un coupable, je vais pas t'aider à défendre ce mécréant. Vous voyez, il peut y avoir un peu de tout ça. Et cet avocat que j'ai connu, je sais que c'était quelqu'un qui a essayé d'aider mon père. D'ailleurs, il l'a souvent reçu les dimanches matins chez lui à titre gracieux pour essayer aussi de sauver ben, moi, ma mère et la famille.
Et comme je vous avais dit la dernière fois, il semblait y avoir deux camps, hein, parmi ces francs-maçons. Ma sœur, qui était étudiante dans les années 90, ça se passait à plus de 400 km, 400-500 km de là où tout ça se passait, avait été pris à part par sa prof de droit à la fin d'un cours qui lui avait dit, je sais ce qui se passe dans ta famille, je veux juste te dire que ne t'inquiète pas pour ta mère et ton foyer, on va les protéger. Pour ton père, je peux rien te dire, mais ta maman, on va la protéger. Et voilà, c'était une espèce de message comme ça assez mystérieux, assez bluffant. C'était avant les téléphones portables, avant Internet. Comme quoi, ce réseau semble communiquer, organiser des choses, mais dans leur organisation, il y a des courants peut-être parfois divergents sur certains cas, sur certains profils, sur ce qu'il faut leur faire, ne pas leur faire, épargner certains membres, comme là, d'un foyer familial. Oui, je me permets de parler un tout petit peu de mon expérience personnelle et de l'expérience que j'ai avec, en tout cas, quelques victimes de harcèlement réseau et d'armes à énergie dirigée. Dans la plupart des cas, il y a effectivement dans ces entités, on va dire quand même sombres, des entités qui sont quand même plus claires, plus blanches, des entités beaucoup plus noires. Mais même dans les entités noires, nous avons la preuve que souvent on met deux réseaux, on va dire diaboliques, sur la même personne et que le meilleur gagne, avec même des rachats et des ventes de victimes. Ceci pour abonder dans votre sens que les choses ne sont pas toujours, comme on pourrait me laisser croire, que je suis toujours disposé à parler de la franc-maçonnerie en noir, mais vous avez raison de souligner qu'à l'intérieur même de ces structures, on va dire quand même secrètes, il y a des courants différents et qui s'affrontent euh, parfois assez violemment. Mm. Ouais, je dirais que le problème que moi je rencontre de façon plus grave et que j'ai voulu exposer, attaquer de façon beaucoup plus frontale certains de ces individus. Euh, la vie, et ça n'est pas un hasard, m'a fait rencontrer plusieurs, comme je vous disais, anciens agents de services secrets, surtout aux États-Unis et Grande-Bretagne. J'étais dans des groupes avec certains de ces gens, aussi des victimes de MK Ultra, dont une avec qui j'échange toujours de temps en temps, qui était une esclave SX d'hommes politiques aux États-Unis dans les années 80-70. Et du coup, dans les années 2000 et début des années 2010, j'étais dans ce carrefour d'informations, de témoins, de victimes, dont un ancien soldat, super soldat, que j'ai essayé un petit peu d'aider à s'en sortir, qui, comme la plupart des autres qui ont parlé aujourd'hui, a disparu. Alors, il aurait été mis en prison à vie. Les précédentes fois où il a été mis en prison, il avait absolument rien fait. Et en parlant sur les réseaux comme TikTok, j'ai aussi été approché par d'autres victimes, dont une en France qui a été passée aussi enfant dans ce genre de choses et de pratiques, et qui m'a donné des noms et qui m'a donné des façons de faire, et qui a aussi été témoin de ce type de capacité étrange de certains de ces gens qui ont bien des positions physiques et des métiers sur Terre et en France, et qui ont des genres de capacités à pouvoir savoir ce qu'elle a fait, à quelle heure, avec qui elle a parlé, savoir ce qu'elle pense. Voilà, cette femme, elle était totalement empêchée, un peu comme moi aujourd'hui, de travailler, de vivre. Elle était en dépendance financière. Elle m'avait averti que ils allaient probablement essayer de la faire disparaître. Aujourd'hui, pareil, ça fait partie des gens avec qui je parlais
qui ont disparu. Donc, il y a une composante totalement physique et d'expérience d'interaction sociale dans mes expériences qui sont très dures, mais dont aucune ne va contredire, dans mon expérience en tout cas, les choses que je vivais étant petit. D'ailleurs, cette jeune femme avec qui je parlais il y a 2 ans a aussi vu, au cours de certaines de ces séances, une fois, un de ces êtres changer de forme, de l'état humain à autre chose. Et, euh, et pour elle, elle le disait aussi de temps en temps quand elle me parlait, de toute façon, qu'ils soient humains en apparence ou non, je sais très bien, je sens que leur façon de se comporter, c'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est une essence de quelque chose qui, qui n'a pas d'empathie, qui est dans cette énergie de dévorer, de manipuler et avec des capacités à trafiquer des situations comme elle, par exemple, elle s'était faite déshériter à 100% par des genres de trafic de dossiers. Et c'était aussi une femme, une fille d'un avocat assez connu, d'ailleurs, qui a été assassiné. J'avais vérifié les informations. Enfin, voilà, la vie m'a mis sur le chemin des gens, bon, je dirais quand même le terme intéressant du point de vue de la recherche de compréhension de la situation sur Terre. Euh, une ex dont une des meilleures amies, par exemple, a été adoptée par une dame importante d'une certaine région de France et qui a vu des enfants disparaître à répétition et être livrés dans sa maison. Euh, et cette femme aussi a eu des changements de forme à plusieurs reprises devant sa fille. Est-ce qu'on peut faire de nouveau une petite pause pour les incroyants? Donc là aussi, ce qu'on appelle en anglais le shape-shifting, donc le changement de forme, est quand même quelque chose qui est rapporté par beaucoup de victimes dans le monde anglo-saxon. Alors ça peut paraître invraisemblable. De nouveau, je fais appel aux cartésiens en disant c'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça n'existe pas et que c'est de la pure psychiatrie. Renseignez-vous avant de continuer comme ça. Et j'ai en tête une des toutes premières interviews qui a été faite par David Icke, dont on recommande quand même d'aller écouter ce qu'il raconte, parce que depuis 30 ans, il raconte des choses qui se passent. Il s'agissait d'Arizona Wilder. C'était un surnom. Et elle parlait effectivement de changement de forme de reptiliens. Et ça se passait partout dans le monde, et surtout d'ailleurs en Belgique, dans un, dans un château que beaucoup de gens connaissent néfastement, qui s'appelle le château des Amerois et qui est une propriété de la famille de milliardaires qui s'appelle la famille Solvay, à travers évidemment un, un homme de paille. Donc, Ouais, chers auditeurs, avant d'écarter ce que vient de nous dire notre invité, renseignez-vous un petit peu sur la question. Voilà, je vous laisse continuer. ouais. Alors bon, je parle de ces expériences comme d'expériences d'autres personnes. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui avait aussi cette composante de changement de forme. Je suis même sorti avec elle. Et je repensais d'ailleurs il y a 2, 3 jours, elle me disait souvent, parce que moi je savais qu'elle était différente, et souvent dans ses réflexions, quand on se frictionnait sur certains sujets un petit peu spirituels, elle me disait souvent, toi, t'es un humain très spécial quand même. Elle me flattait des fois, mais de non-humain à humain. Et c'était assez amusant. J'ai une autre amie qui avait cette capacité, en tout cas cette nature ambivalente, on dirait. D'ailleurs, elle en avait pris une ou deux vidéos qu'elle avait mis sur Facebook avant que son compte Facebook ne soit piraté. Et donc, c'était un petit peu connu. D'ailleurs, on s'était rencontrés dans un groupe de gens faisant état de leurs expériences paranormales de type soit contact,
en tout cas un petit peu thématique, entre guillemets, extraterrestre. Et donc, je sentais aussi cette nature serpentine en elle, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était quelqu'un qui était plutôt très paisible, pas manipulatrice, et je voulais bien croire, en échangeant avec elle à titre perso, que bah, elle était peut-être d'un groupe un peu plus neutre. Ceci dit, au cours d'une de nos conversations, j'ai ressenti, voilà, comme parfois je vois, je ressens, et je lui ai dit, je sens que tu as un goût pour le sang humain, que tu l'as toujours. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je ressens ça? Et elle m'a dit, sans trembler, comme un petit peu ce genre de gens qui ont cette nature, sans timidité. Oui, effectivement, c'est vrai. Bah, de temps en temps, je demande à mes amis proches qui me connaissent bien le droit de pouvoir leur prélever un peu de sang frais, de leur sang, et ça me permet de me sentir mieux. J'en ai besoin périodiquement. Et d'ailleurs, parfois, il y avait des photos d'elle avec des amis, dont un de ses meilleurs amis qui avait un petit pansement, soit sur l'avant-bras, soit sur le cou, euh, où elle semblait faire ses prélèvements. Et je suis lancé, je vais être obligé de le dire, parce que c'est une des expériences les plus puissantes de ma vie. À la fin de cette conversation, j'ai raccroché et j'ai juste pensé, bah, si je rencontrais une reptilienne aussi sexy qu'elle, peut-être que ça me gênerait pas de lui donner un peu de mon sang. Moins de 10 secondes après, j'avais un de ces individus dans mon appartement, dans un coin de mon appartement, ne bougeant pas. Et c'était la première fois où physiquement j'étais confronté à un individu avec une telle puissance télépathique ou charismatique. C'est un petit peu comme si tout était mélangé. Comme si, je sais pas si des gens ont déjà fait cette expérience d'être dans un zoo ou dans la nature face à un gros animal carnivore qui pourrait potentiellement les mordre ou les tuer. Quand on est, ou un gros crocodile, on a cette espèce de sensation qu'il nous voit, qu'il nous scanne un petit peu comme une proie potentielle, et on se sent petit, et on se sent en danger, et on se sent dans le viseur d'une grosse créature. C'est exactement ce que je ressentais. Et comme je ressens et je vois à d'autres niveaux, je le voyais en train de me scanner mon contenu en liquide. Je voyais qu'il scannait mes informations sanguines, en fait. Et là, j'ai paniqué. J'ai complètement paniqué. Et comme je l'avais fait télépathiquement 10 secondes avant, je lui ai dit, écoute, non, 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 je suis pas du tout prêt. Laisse-moi. J'ai fermé les yeux, j'ai prié. Et j'ai dit, laisse-moi, je suis pas du tout prêt, je fais marche arrière, laisse-moi tranquille. Et cet individu est revenu périodiquement de façon discrète à mes côtés, peut-être 7-8 fois. Bon, j'ai jamais demandé plus, j'ai jamais finalement essayé de faire cette chose-là. Par contre, la dernière fois qu'il est venu, c'était pour m'avertir, me protéger justement. C'est peut-être cet événement qui a un peu fait basculer ma vie vers le plus difficile, où j'ai essayé de traduire un documentaire qui est d'ailleurs toujours un des plus censurés au monde, qui décrit une enquête faite par des anciens acteurs et cascadeurs d'Hollywood de tous ces rites sur les enfants qui ont réellement lieu depuis le témoignage donc de ces deux témoins. Et ils en ont fait un documentaire est quasiment introuvable. Et je sentais le danger à traduire cette chose-là, et j'allais le publier en français. Et, euh, et il est venu m'envoyer un message télépathique très clair que si j'allais au bout de cette chose, cette fois-ci, il ne me raterait pas, il prendrait ça comme beaucoup trop menaçant pour leurs affaires. Et il m'a juste dit, voilà, si tu fais ça,
je te perdrai, tu seras plus là. Ils vont vraiment te retirer. Et j'ai hésité, je ne l'ai pas fait, mais dans le même temps, j'étais vraiment lancé sur cet axe de dénonciation. J'avais quand même ouvert la page française Pizzagate sur Facebook. J'étais, comme je le disais, en lien avec des victimes de ce genre de choses-là. Et voilà, je voulais un petit peu faire parler les gens, partager ces informations très graves de trafic de petites personnes, notamment. Et voilà, il s'est passé un événement le même mois de 2020 où j'ai vu ces individus à distance en train de discuter, de décider de m'arrêter, de me ruiner dans les 6 mois, 12 mois qui allaient suivre pour me couper l'herbe sous le pied, que je puisse plus faire de vagues. C'était leur objectif. Et en l'espace de 6 mois, je me suis fait voilà, escroquer, voler mes crypto-monnaies, des centaines de milliers d'euros, des faux témoignages, tout un tas de choses qui ont conduit à mes premiers gros malaises cardiaques et Est-ce qui qu'on peut ont... s'arrêter là aussi parce on a un sentiment de répétition transgénérationnelle parce que il y a eu un marché qui a été proposé à votre père, qui a été un marché que votre père a refusé avec les conséquences que vous nous avez décrites. Et on a vraiment l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a eu une sorte de marché aussi sur votre tête et qu'à partir d'un moment où on a considéré que vous n'étiez pas apte à entrer, on a voulu vous faire sortir, un peu comme on a sorti votre père. Au fond, si vous voulez le dire, votre père, il est sorti de la vie d'une manière normale? Alors juste pour réagir à ce que vous venez de dire, moi je me vois comme un individu, mon père un individu, ma mère aussi. Ils ont chacun une histoire proche. Ma mère aussi s'est fait beaucoup escroquer, des escroqueries au jugement, un héritage enlevé avec un faux témoignage écrit par son père qui n'était pas en état d'écrire, enfin des choses comme ça. Donc je nous vois plus comme voilà, des individus qui pourrions avoir nous être accordés à nous incarner dans une même famille, mais je me vois pas comme si j'avais repris le flambeau, hein. J'ai tellement le souvenir d'avoir choisi cette famille et d'avoir vu mes parents comme des coparticipants, si vous voulez, que on est visé parce que ceux qui visent les familles et les individus à certains niveaux ont les informations au moment où l'âme arrive, hein. Voire quand ils voient des couples se former, ils suspectent des profils qui pourraient arriver à s'incarner dans ce foyer et ils sont tout à fait aussi aptes à saboter des couples avant qu'il y ait procréation, saboter des rencontres avant qu'elles ne surviennent si ils sentent que la lumière essaie d'orchestrer des rencontres de l'union desquelles pourraient ressortir des renforcements, pas seulement des enfants, mais voilà, des concordances d'énergie pour des productions positives de tâches, on pourrait dire. Voilà, mais on va dire que voilà, moi c'est plus ça ma vision par rapport à mon père et il est parti, on ne sait pas comment il a eu un accident, effectivement, il s'est retrouvé dans une rivière avec sa voiture, il ne sait pas s'il a évité quelque chose ou pas. Et puis, il est décédé quelques jours après cet accident-là. Mais pour le vivre à titre personnel et les avoir entendus souvent le dire depuis 2, 3 ans, là, ils me considèrent à peu près hors circuit. Ils considèrent qu'ils m'ont eu. Et je pense que c'était un petit peu aussi ce qu'ils considéraient pour mon père. Quand ils arrivent à déshonorer quelqu'un, humilier, ruiner, faire se sentir abandonné, isolé, ce qui est mon cas, hein. Là, tout de suite, je me donne un petit peu du mieux que je peux dans cette interview, mais
demain ou après-demain, j'aurai plus de quoi manger et je ne sais pas d'où pourrait venir l'argent prochainement. Donc, je les ai entendus célébrer aussi, très clairement, un jour très précis. Donc, je pense qu'à partir du moment où ils nous ont mis hors d'état d'intervenir sur leurs objectifs, pour eux, la fin importe peu. Par contre, ils continueront à réagir à toute tentative d'un individu de se réveiller, de remettre un coup de résistance, de militantisme, de chercher à les accuser. Voilà, après, c'est une espèce de ping-pong sans fin quand on est vraiment un individu visé euh, et qu'ils ont la main, malheureusement, après, sur nos ressources, sur notre santé. C'est, c'est trop simple après pour eux, voilà. Je pense pas avoir regretté ce que j'ai fait. Donc, je terminais tout à l'heure en disant, ben, c'est là que mes malaises cardiaques ont commencé. Maintenant, voilà, j'ai plus de capacité, même certains types de capacités qui n'étaient pas que médiumniques venaient de mon cœur. Et aujourd'hui qu'il est affaibli, je suis 10% de ce que j'étais il y a 5 ou 6 ans. Parce que ce qui les gênait, voilà, je ne sais pas si certains en parlent, je pense pas, j'entends jamais trop d'interviews à ce sujet-là, mais les gens n'ont pas forcément conscience que quand on peut voir des choses à distance, on intervient toujours un petit peu d'une certaine façon dans le lieu euh, où on a vu quelque chose. Pour moi, entre deviner et se téléporter, il y a un spectre très large et au milieu de ce spectre, il est possible d'intervenir, de saboter dans des lieux que l'on est capable de visualiser à distance. Sans trop aller dans le détail, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises et qui a, je pense, aussi contribué à ce que je sois muselé. Voilà, je suis, voilà, On je a, peux pas. c'est ça, oui, oui. On a parlé de votre père, votre mère, et vous avez évoqué le cas de votre sœur. Est-ce que votre sœur, vous direz ce que vous voulez, est également visée? Alors ma demi-sœur, je sais, on n'est pas proches. Quand on vivait ensemble, c'était cette période où je ne disais pas à l'extérieur ces choses que je vivais dans mon intimité. Donc elle connaît pas du tout cette partie de moi. Par contre, elle a contribué à saboter ma vie aussi. Voilà, elle a été peut-être manipulée à m'empêcher de faire les études où je voulais, comme je le voulais. Elle m'a inscrit dans une école sans mon consentement, en signant, je crois, des choses à la place de ma mère. Et ça a contribué à m'empêcher complètement de pouvoir étudier. Donc, j'ai eu, pareil, j'étais dans une école la première fois où je tentais d'étudier. J'avais besoin de me déplacer. L'école était à 15 kilomètres d'où j'étais. Les premiers mois, je me suis fait voler ma voiture, donc je me suis retrouvé à pied. J'ai raté des examens. J'ai pas pu aller au rattrapage parce que le courrier me donnant les dates de rattrapage ne sont pas arrivés à ma boîte aux lettres. Donc j'ai raté 4 matières à cause du vol de voiture. J'ai dû redoubler. Et puis on m'a redonné une voiture et une semaine avant les cours, je me suis fait voler la voiture à nouveau. Puis quand je l'ai retrouvée, elle était abîmée. Donc c'est comme si mes études avaient aussi été complètement sabotées. Voilà, mais pour répondre à ma sœur, j'ai pas vraiment de proximité. Je la connais pas très bien aussi d'une certaine façon, mais j'aurais l'impression qu'elle a une vie d'humain plus normale. C'est ma demi-sœur, encore une fois, pas du même père. Voilà. Bien, je pense que ça répond aux questions. On arrive à la fin je dirais, du schéma habituel temporel de ces émissions. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? D'abord, moi, j'ai un message à vous faire passer.
malheureusement de vous assurer de toute ma compassion, comme pour vous, comme pour d'autres victimes. Et c'est un sentiment assez frustrant puisque je suis dans l'impuissance de faire quelque chose concrètement pour vous comme pour d'autres victimes. Mais est-ce que vous auriez un message à faire passer aux victimes, je dirais urbi et orbi, au monde entier, enfin? Non, comment dire? Ben ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu au début et avant cette séance, c'est que parmi tous ces... Je sais pas si on peut vraiment aborder ces choses comme ça. Ce qui me venait en tout premier, excusez-moi, c'est si vous le ressentez de faire un complément un jour, j'ai tellement eu d'interactions avec des agents physiques en fait aussi, hein, des menaces écrites, des menaces au téléphone, des menaces physiques dans ma chambre, des menaces de mort, un échange avec un de ces agents sur un implant qu'il m'aurait mis, qu'il me menaçait de venir remettre en service, des choses comme ça. C'est peut-être des choses qui pourraient être intéressantes pour les gens, je me disais. Donc peut-être. Est-ce que vous voulez que je partage juste cette anecdote-là qui... Mais écoutez, je vous propose plutôt Dites-moi. de refaire une émission Ok, 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 dans ça laquelle marche. vous mettriez des choses, Oui, des on va dire, éléments, voilà. voilà. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir été bon, un petit peu sommaire dans l'impalpable et je me sens pas la légitimité par rapport à ce que je peux avoir fait ressentir de donner le moindre conseil. Mais non, mis à part que je pense qu'il faut rester fidèle à soi-même, même si on va vers des représailles. De toute façon, ils essaient de garder le chemin et de nous empêcher d'aller de sortir des bords et de voir plus loin et de faire des expériences plus enrichissantes parce que c'est pas ce qui arrange leurs affaires. Donc c'est pas parce qu'on est un petit peu ou beaucoup visé qu'il faut recalibrer totalement sa vie en fonction d'eux, en fait. Mais bon, je pense que non, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce que j'ai partagé ce matin. Voilà, c'était un petit sommaire, on va dire. D'accord. Ben, écoutez, je vous propose qu'on laisse passer un peu de temps, que vous réfléchissiez, moi aussi, à un complément qu'on pourrait faire à cette émission, qui est quand même une émission qui diffère de multiples points de ce qui a été fait et dit jusqu'à présent. Euh, vous laisserez, on laissera mûrir ça chacun de son côté et je pense qu'il y aura une suite. En attendant, je vous remercie pour ce témoignage et ne peut que être ému de tout ce qui vous est arrivé et de tout ce qui vous arrive. Voilà. Ok, Merci, bah merci. merci Merci. encore. Voilà. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.